Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa Télé Sud. Merci de votre fidélité à tous les programmes de la chaîne de Global Africa Télé Sud. Panel Hebdo, c'est l'actualité revue, revisitée et parfois bousculée par les chroniqueurs invités à nous faire part de leurs commentaires, analyses, décryptages et parfois leurs humeurs aussi sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître Jean-Paul Benoît. Bonjour Maître. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, on est presque le soir. Mais Jean-Paul Benoît, avocat, député européen honoraire, ancien haut fonctionnaire. Nous avons le plaisir de retrouver avec nous Guy Debal. Guy Debal, bonjour. Bonjour Francis, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Guy Debal, consultant en entreprise et analyste politique. Et Gratien Roukindi-Kizat est avec nous, analyste politique. Bonjour Gratien. Bonjour Francis, bonjour à tous. Et bien sûr, cela ne vous étonnera pas, il est là, il est présent, Alfred Chango-Lokoro. Bonjour Alfred. Bonjour Francis, et puis il s'est fait désirer, hein, Guy. Hein. Bon, on va vous laisser entre vous pour les retrouvailles. C'est un peu exagéré. Alfred Chango-Lokoro, maître de conférence à la Sorbonne. Merci d'être avec nous. Au sommet de cette édition, un nouvel épisode de la coopération Chine-Afrique le 12 juin dernier. La Chine a annoncé son intention d'exonérer 53 pays africains des droits de douane, afin, dit-elle, de faire progresser la construction d'une communauté sino-africaine. Au moment où les États-Unis engagent une guerre commerciale avec une augmentation des taxes douanières, comme on le sait, que faut-il penser de cette disposition de la Chine envers le continent africain ? Nous en parlerons ici. Autre sujet dans cette édition, les élections législatives qui se sont déroulées le 5 juin dernier au Burundi. Une question se pose. À l'issue de ces élections massivement remportées par le parti au pouvoir, assiste-t-on dans ce pays au rétablissement d'un parti unique? Nous poserons la question, bien sûr, aux débatteurs. Et enfin, l'actualité en France avec l'exclusion de la Légion d'honneur de l'ancien président Nicolas Sarkozy après sa condamnation à une peine d'emprisonnement pour corruption. Un événement qui a suscité commentaires et embarras au sein de la classe politique française. On en parlera bien sûr de l'honneur perdu de Nicolas Sarkozy. Voilà donc pour le sommaire. Mais avant d'aborder le sommaire, messieurs, je voulais revenir avec vous pendant quelques minutes sur un sujet que nous avons commenté la semaine dernière, l'interdiction ou la restriction de visas d'entrée aux États-Unis pour certains pays, y compris des pays africains. Cette semaine, la liste s'est élargie à 36 pays, dont 25 africains, presque la moitié du continent. Et voilà, Washington estime que les concernés ne remplissent pas les conditions de sécurité requises pour rentrer aux États-Unis et leur accorde un délai de 60 jours pour se mettre en règle. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on avait abordé ce sujet, mais voilà, cette semaine, la liste s'est élargie à la moitié du continent, pratiquement, Alfred. Jusqu'où peut aller Washington dans cette façon, je dirais, de réglementer l'accès aux États-Unis et aux pays africains? Bien malin qui peut le dire, Francis. Seul Trump, selon ses critères à lui, peut nous le dire. Mais justement, on ne voit pas quelle est la ligne, au fond, de fond qui permet justement de classer les pays africains comme des pays non sûrs par rapport aux États-Unis. On l'a rappelé ici, les Africains qui vont aux États-Unis, ils y vont selon, disons, deux voies officielles ou officieuses. Quand on prend la voie officielle, c'est les ambassades américaines qui donnent ces visas. Et il y a toujours des enquêtes, des questions qui sont posées. Donc on ne voit pas comment, à peine Trump élu, ces critères changent et que tout d'un coup, les pays africains deviennent pestiférés et qu'on les met dans des listes pour les soumettre encore. Enfin, moi, je trouve ça très humiliant. Oui, d'ailleurs, voilà ce que dit le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, alors, selon lui, pour justifier évidemment cette nouvelle liste, selon lui, il y aurait trop de fraude dans les administrations des pays concernés, des documents d'identité non fiables, dit-il, ou encore, il justifie cela par le fait que les ressortissants de ces pays prolongent leur séjour aux États-Unis au-delà de la date limite des visas. Voilà, donc c'est le règne de la suspicion, quoi. Tout à fait de la suspicion, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que le visa américain, quand on l'obtient et qu'on arrive, on a 90 jours.
après 90 jours, on quitte les États-Unis. Ça, c'est la règle. Par ailleurs, c'est qu'ils entrent aux États-Unis avec le visa américain, parce qu'ils passent par les ambassades. Donc c'est l'administration américaine qui donne les visas. Ce n'est pas l'administration des pays concernés. Aucun pays africain ne force les ambassades américaines à donner ces visas. Donc il y a une forme de contradiction dans cette histoire-là, mais ça ne m'étonne pas de la part de Trump. Qu'on se souvienne, lors de son premier mandat, il avait dit traiter les pays africains comme des pays de merde. Et que donc, au fond, il est dans la continuité de cette perception négative de l'Afrique. Mais là aussi, c'est paradoxal, puisqu'il est à la recherche des minerais de l'Afrique, et il essaie de s'entendre, de s'arranger avec les pays africains qui détiennent les minerais. C'est donc là... On s'habitue à jouer aux contradictions. Exactement, c'est un louvoiement incompréhensible. On a du mal à suivre, effectivement. Trump parle une langue étrangère, qui est étrangère à la grande partie de la communauté terrestre, terrienne. Maître Jean-Paul Benoît. Oui, non, mais c'est une mesure à la fois arbitraire et absurde. Parce qu'à terme, ça nuit aux États-Unis. Par exemple, moi je prends un exemple concret. Je déjeunais hier avec un dirigeant africain dont les enfants sont étudiants aux États-Unis et qui veulent poursuivre leurs États-Unis. Et il me disait, ma fille et mon fils ne se sentent plus en sécurité alors qu'ils sont en règle. Donc cette espèce, je rejoins ce que vient de dire le précédent intervenant. Alfred, il s'appelle. Alfred, c'est totalement illogique, irrationnel et arbitraire. Parce que Trump est dans l'arbitraire. Il ne faut pas oublier que son premier combat, c'est contre les règles du système démocratique américain. En fait, il prend une décision, ils expliquent après. Et après, une fois que c'est expliqué, on ne comprend toujours pas. Alors moi, je suis très inquiet pour la France, parce que hier, M. Trump a dit que M. Macron, il est bien gentil, mais il se trompe sur tout. Alors peut-être allons-nous être sur la liste bientôt. Oui. Je veux dire un mot, Gracia. Oui. En fait, Trump, il y a deux choses. La première, c'est qu'il a promis presque de fermer les États-Unis, l'Amérique, en disant, il ferme d'abord aux Africains, parce que les Africains, justement, comme le dit Alfred, avec un terme, ils nous considèrent vraiment comme des gens, on ne représente pas grand-chose. Par contre, on a une terre qui représente beaucoup de minéraux. Il y a beaucoup de minéraux dans les terres. Il a besoin de nos terres pour les minéraux, mais il n'a pas besoin de nous. Et en ce cas, il a besoin de présenter aux Américains, voilà, nous, je protège les États-Unis contre les Africains qui arrivent, qui ne veulent pas partir, qui restent, qui prennent votre travail. Donc, c'est à nous, en fait, Trump, il défend son pays. Oui. C'est aux Africains de défendre l'Afrique en disant, écoutez, si vous commencez par certains pays d'Afrique, alors les Américains, on vous prive aussi de visa pour entrer en Afrique. Alors on voit Pelmer. C'est le Tchad. Trump défend son pays parce que les États africains ne sont pas des agresseurs à l'égard des États-Unis. Non, pour les bien sûr. Comme il le dit dans sa présentation primaire, il dit voilà mes ennemis. Il a des ennemis partout à partir du moment où ils ne sont pas américains. Il a quand même réussi une chose, de fermer la frontière avec le Mexique. Alors, je ne vais pas vous citer tous les pays, parce qu'il y en a 25, évidemment. Évidemment, vous pouvez retrouver ces pays en allant sur Internet et en tapant Afrique, Trump, visa, notamment. Guy Debal, pour conclure, peut-être. Oui, pour conclure, vous savez, moi, pendant longtemps, j'ai été convaincu que Trump avait une stratégie, une vision disruptive, si vous voulez, mais il avait une vision, une stratégie. Vous en êtes revenu depuis Là, en fait, je suis obligé de constater que cet homme, ils sont peut-être 14 dans sa tête. C'est-à-dire que tous les matins, il y en a un qui... tous les matins, il y en a un qui prend le lead et qui se dit, toi, tu vas faire ça, et le lendemain... c'est irrationnel. Mais mes co-débatteurs ont absolument tout dit. C'est totalement irrationnel. Cet homme est vraiment effrayant. Voilà. Alors, il y a 2 semaines, Guy, le Tchad avait décidé d'appliquer aux États-Unis le principe de réciprocité. En ce moment, au fond, pourquoi tous les autres pays ne font pas comme le Tchad? C'est une vraie question. Je pense même que l'Union africaine devrait, dans un esprit de solidarité, devrait se saisir de ce sujet et porter un peu la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Mais ça, c'est pour le principe. Mais pour le principe, parce que c'est une humiliation. C'est symbolique, mais c'est une humiliation. Je ne sais pas si l'Union africaine s'est saisie de ce problème. Elle a fait une déclaration. L'Union africaine a fait une déclaration. Elle a fait une déclaration. Elle a fait une déclaration, voilà. Ça s'est arrêté là. Mais elle devrait prendre une position de principe. Absolument. Pour affirmer la responsabilité de Trump et le fait que les États africains respectent la législation américaine. Les gens qui viennent, il l'a dit, viennent avec un visa
instruits par les consulats américains. En tout cas, je ne pense pas que ça participe à défendre les intérêts des Américains. Non, ça nuit aux intérêts américains. Vous savez, américains. les empires ne sont forts que quand ils sont vus, quand leur domination est vue comme légitime. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une séquence qui dure depuis maintenant un certain temps, où le respect, on va dire, de la plupart des pays du monde vis-à-vis des États-Unis est en train de s'étioler. Et Xi Jinping ne s'est pas trompé. Je sais qu'on parlera de la Chine tout à l'heure. Il ne s'est pas trompé. Il a fait une longue déclaration. Vous avez fait une belle transition là. Dans laquelle il annonce ça justement. Voilà. C'est l'homme des transitions. Ah oui. Merci, maître. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Je ne sais pas. Mais lui, Moi, je n'ai rien dit. Oui, Hein. lui a compris. Nouvel épisode donc, de la coopération entre la Chine et l'Afrique, c'est notre premier sujet. Cela s'est passé le 12 juin dernier dans la ville de Changsha, en Chine. À l'issue d'une réunion sur la coopération avec l'Afrique, la Chine a évoqué la possibilité d'exonérer 53 pays africains des droits de douane. Un seul pays manque à la liste, hein, c'est l'Eswatini, c'est l'ex-Swaziland qui reconnaît l'indépendance de Taïwan. Voilà. Pour la Chine, alors premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans, il s'agit de renforcer son partenariat avec l'Afrique et de dynamiser la construction d'une communauté sino-africaine. Un vaste programme donc. Mais Jean-Paul Benoît, ça ressemble quand même, voilà, c'est de la continuité de ce qu'on disait il y a quelques instants, ça ressemble à une réponse à la politique de Donald Trump qui, lui, est plutôt dans une logique d'augmentation des taxes douanières. Exactement, et je trouve que l'attitude de la Chine sur le plan international, actuellement, est extrêmement habile, modérée et rationnelle. Et on le voit, on ne va pas rentrer dans ces sujets ce soir, à propos des déclarations de la Chine, à propos du problème de l'Iran et aussi des relations Ukraine-Russie, enfin de la guerre Ukraine-Russie. Donc il y a une stratégie à long terme de la Chine, contrairement à M. Trump qui est dans une improvisation perpétuelle. Et la politique annoncée aujourd'hui, c'est la suite de la politique de la route de la soie. C'est une stratégie qui a été mise en place pour la Chine, qui voit dans les États africains un continent qui sera majeur dans le système mondial à venir, par sa population, par sa richesse, par l'exploitation qu'on peut faire de ces terres. Et la Chine a initié en Afrique une coopération depuis longtemps. Donc, face à Trump, qui est dans une espèce de provocation de mépris à l'égard de ses partenaires, la Chine bâtit une politique à long terme, calme, rationnelle, et qui permet d'asseoir, de développer, de légitimer la présence de la Chine, qui veut faire de l'Afrique un partenaire important, et ça n'est pas totalement récent. Mais j'admire la position actuelle, je constate que la position de la Chine est une position actuellement... Bah, tu peux admirer. Hein. Ce n'est pas l'admiration facile. La Chine est quand même... Il faut quand même préciser que 33 pays africains bénéficiaient déjà de cette exemption des droits de douane en tant que pays les moins avancés sur le continent. Selon la classification de Pékin d'ailleurs. Et les 20 nouveaux États qui donc entrent dans la liste ont pour la plupart, dit-on, des revenus intermédiaires. Voilà. Donc en fait, la Chine est dans la continuité des politiques qui étaient déjà engagées avec 33 pays africains. Gratien ? Oui, la Chine, a un discours très séduisant. C'est vraiment ça. On comprend bien, mais en réalité, quand on entre dans le fond des choses, c'est presque dans les promesses, et les promesses sont vides. Pourquoi? Parce que la Chine, en Afrique, oui, la Chine importe quoi de l'Afrique? La Chine prend les minéraux à l'état brut de l'Afrique, pratiquement, ce sont des sociétés chinoises qui les envoient en Chine. Et c'est de l'exportation de l'Afrique. Ce n'est pas de l'exportation. Et quand il s'agit des produits finis, des produits agricoles par exemple, prenons le cas de ce qui s'est passé quand ils louaient des terres en Éthiopie. Ce sont des ouvriers chinois qui venaient cultiver les terres, les machines chinoises. Quand ils récoltaient, toute la production était envoyée en Chine. L'Éthiopie avait exporté le blé en Chine, mais en réalité, c'est une société chinoise. Donc, ça représente 3% du commerce chinois. En réalité, nous, les Africains, on n'a pas beaucoup de choses à vendre aux Chinois. Et les Chinois ne veulent pas acheter des produits finis parce que déjà, ils nous inondent des produits finis qui sont moins chers par rapport aux produits que nous, les Africains, nous produisons. Il y a un discours... Il y a aussi des relations avec la Chine, notamment quand ils nous achètent les minéraux.
pas contre de l'argent, mais en disant on va vous construire des routes, des hôpitaux. Oui, mais c'est le deal que proposent les États aussi, enfin, que les États les acceptent. Chinois, oui, les Chinois le disent Oui, justement. mais enfin, la Chine n'impose rien, ce sont aussi les États qui sont dans la Non, négociation, oui. Les pays acceptent. Donc, de cette façon, on est complètement enfermé. Ils ont beau dire qu'ils mettent les taux de douane à 0, mais en réalité, on n'a rien. Même quand on va exporter, ça va être des sociétés chinoises qui sont implantées. La balance des échanges est déficitaire pour l'Afrique, c'est évident. Oui. Et d'ailleurs, Pékin dit aujourd'hui que c'est pour justement, disons, équilibrer de certaine façon, en tout cas rendre évidemment des échanges un peu plus équitables, que la Chine décide d'exonérer les pays des droits de douane. Oui, mais on n'a pas... Ils équilibrent, mais on n'a pas grand-chose. C'est ça le problème. Non, moi je vous rapporte la parole de Pékin. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est comme par exemple quand ils disent qu'ils aident l'Afrique, ils donnent des aides. Les aides passent par une banque Afrexim Bank. Afrexim Bank, mais en réalité, ce sont des prêts et rarement des dons d'argent. Oui, il faut dire justement, tu as raison, l'endettement de l'Afrique à l'égard de la Chine est très important. Énorme. Donc, énorme. C'est le premier créancier de l'Afrique. C'est le premier créancier. Donc, quand Une partie, on les a eu en dons. Presque, on se disait que c'était des dons. Quand j'ai dit que la politique était intelligente, c'est l'habillage. Et tu as eu raison de mettre le doigt sur ces questions. Il y a une espèce de préemption d'un certain nombre de richesses, un endettement qui permet de peser sur la souveraineté des États. Et en plus, la Chine a construit très simplement, sans trop regarder les conditions des marchés publics, un certain nombre de bâtiments officiels, alors que l'Europe était beaucoup plus réticente puisqu'elle voulait appliquer un certain nombre de règles de l'OCDE en la matière. Oui. Et donc, finalement, un résultat, depuis 15 ans, la Chine est devenue quand même le premier partenaire économique de l'Afrique, premier investisseur également, premier créancier, bien entendu. C'est du long terme. Voilà. Mais est-ce qu'on assiste maintenant, Alfred, à un tournant? Est-ce qu'on peut parler d'un tournant, une deuxième phase, je dirais, de cette coopération? Parce que les mots sont forts quand même. Il ne s'agit pas simplement d'annoncer, je dirais, des termes économiques. Là, il y a un terme qui revient dans le communiqué de Pékin, c'est construire avec l'Afrique une communauté sino-africaine. On a pas envie d'ajouter une communauté de destin entre la Chine et l'Afrique. Ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien, mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis le dernier FOCAC qui a eu lieu en Chine en décembre dernier, justement, des décisions ont été prises dans ce sens-là, que ce soit au niveau bilatéral, relations stratégiques, et puis au niveau multilatéral, ce que tu viens de rappeler, Francis, construire cette communauté des destins partagés. Et pour la Chine, effectivement, c'est un tournant. Alors, ce qui est intéressant avec la politique chinoise, c'est que c'est une politique qui procède par ajustements successifs. Chaque fois qu'ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, on adapte. On discute avec nos partenaires africains. Mais le but est fixé. Bien sûr. Ensuite, il y a le fait que, mais pour amadouer les Africains, que la Chine rappelle toujours que sans l'Afrique, la Chine ne serait jamais revenue dans les 5 pays du Conseil de sécurité dans les années 70. Et ça reste dans leur imaginaire toujours. Et dans l'affrontement, comme on l'a dit avec les États-Unis, l'Afrique compte. Donc, la Chine essaie justement de garder l'Afrique avec elle par tous les moyens contre justement les États-Unis et cette stratégie de long terme. Le troisième point sur lequel justement ça se fonde, c'est le Sud global. Le Sud global, qui est une notion assez floue, assez floue, d'accord, mais au fond qui... Il y a le mot global. Exactement, qui plaît à beaucoup. Ça plaît beaucoup aux médias. Exactement, et puis à travers les BRICS, justement, montrer que la Chine restera proche. Et donc pour dire aux Africains, oui, cette relation gagnant-gagnant qu'on avait lancée, ça montre quand même un peu des limites, dans le sens où nous exportons plus vers vous que vous n'exportez vers nous, et que donc, même en termes d'importation, on l'a rappelé ici, la balance est en défaveur de l'Afrique. Donc, essayons d'équilibrer un peu
Cela dit, le jeu est ouvert quand même. C'est aux pays africains aussi de renforcer l'offre vers Et la Chine. tu me l'arraches de la bouche, Pardon, Francis, après. justement. C'est-à-dire que n'est-ce pas c'est aux pays africains, effectivement, dans ce deal, dans cet échange, dans ce partenariat, de défendre leurs intérêts, de défendre leurs biens. On en revient toujours à cette équation-là. Alors, Guy Debal, on se souvient, il y a 25 ans, c'était à la fin du mandat de Bill Clinton, les États-Unis instauraient l'AGOA. C'était, je dirais, le protocole de coopération économique entre l'Afrique et les États-Unis. Protocole révolutionnaire, d'ailleurs, à l'époque, parce que ça favorisait, évidemment, l'importation des pays africains sur le sol américain, sur le marché américain. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que la politique de Donald Trump est en train de dynamiter totalement l'AGOA. Alors, que va-t-il rester? Parce qu'on a d'un côté les États-Unis qui sont dans une politique, je dirais, de démantèlement, de l'autre côté la Chine qui renforce ses positions. Finalement, on a l'impression que Donald Trump devient finalement, je dirais, le meilleur agent de promotion de la stratégie économique chinoise sur le continent. Bah, mais complètement. Pour même le dire. Et politique idéologique de Poutine. Oui, mais, par ailleurs, oui, c'est vrai. Je vais être plus dur que vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Donald Trump est probablement un boulet pour son pays, honnêtement. C'est un boulet, il faut dire les choses. En tout cas, c'est mon avis. Si c'est Guy qui le dit. Oui, non, mais c'est mon avis. Et je le partage. Mais les Américains ne l'ont pas encore dit. Ah si? Oui, ils commencent à le dire. Bon, en tout cas, c'est. Voilà, et je pense que les États-Unis aujourd'hui sont à un tournant décisif. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'espère qu'ils ne feront pas la dernière erreur fatale de s'engager dans une guerre qui les dépassera. Après, s'ils le font, c'est un peu, ça les regarde. Mais oui, aujourd'hui, nous sommes à un tournant majeur et la Chine s'affirme comme, on va dire, un peu la seule puissance d'équilibre, ce qui est paradoxal parce que, comme vous l'avez rappelé, maître Jean-Paul Benoît, on ne peut pas qualifier la Chine de démocratie, mais elle s'affirme comme une puissance d'équilibre. Et donc, cette déclaration, notamment sur les droits de douane, etc., c'est très symbolique, parce que comme l'a très bien dit Gratien, la balance commerciale entre la Chine et l'Afrique, elle est quand même très largement c'est très symbolique, mais c'est une opportunité mais aussi. Complètement. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Quoi. Je veux dire que l'AGOA pour les États-Unis, c'était justement une loi sur les opportunités. Oui. Voilà. Et là, la Chine, au fond, est en train de faire ce que les Américains n'ont pas réussi à pérenniser. Oui. Alors, et au moment où Trump met les Africains dehors et les empêche de venir aux États-Unis, fait une liste de pays exclus quasiment des relations avec les États-Unis, la Chine fait la Chine facilite d'ailleurs, la Chine facilite d'ailleurs les visas exactement. pour les Africains. Oui, notamment les visas étudiants. Et c'est en formant les futures générations qu'on assoit sa puissance. Et c'est très important. C'est un vrai sujet, la formation. Ça reste quand même pas en faveur des pays africains. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est vraiment en faveur de la Chine et strictement en faveur de la Chine. Oui, certes. Et somme toute, les dirigeants chinois ont raison de défendre les intérêts de leur pays. Mais oui, en ce qui concerne les États-Unis, ils tournent le dos complètement à une histoire que vous avez rappelée, donc notamment cet accord, et c'est dramatique ce qui se passe. Mais c'est pas seulement, c'est pas seulement par rapport à la Goa, mais dans toutes les instances multilatérales des États-Unis. Il a désengagé les États-Unis. Ce qui fait que, finalement, ça se réduit. Alors, Gratien a parlé de protectionnisme, d'enfermement des États-Unis dans les États-Unis, la politique de Trump. C'est ce qui est en train, effectivement, l'isolement qui est en train de se faire. Il y a un problème. Les États-Unis avaient prôné la mondialisation. Mais voilà. Et ça s'ouvrait. Et aujourd'hui, ils veulent recentrer, mais ils oublient que les effets de la mondialisation sont lancés. On ne peut pas les arrêter. Exactement. Maintenant, après les BRICS et les autres, on voit bien même la Chine, l'Europe. L'Europe commence à penser à faire un partenariat avec la Chine au détriment des Américains. Parce que finalement, Trump, il renvoie tout le monde. Donc, ils sont obligés de faire une certaine coalition. Ce qui est intéressant d'ailleurs de ce point de vue, M. Jean-Paul Benoît, c'est que la Chine aujourd'hui est devenue le meilleur chantre du multilatéralisme face aux États-Unis. Exactement. Exactement. Les États-Unis, Trump veut des relations bilatérales. Point final. Il pense que dans l'affrontement bilatéral,
il remportera la mise, C'est ça. la mise à dessein, parce que c'est un jeu, c'est quasiment un C'est jeu le de 19e casino. siècle, quoi. C'est ça. C'est quasiment un jeu de casino. Et la Chine revient, et dans le multilatéralisme, le défend, alors que Trump quitte toutes les institutions multilatérales qu'il peut quitter. Et on a aidé la Chine à rentrer à l'OMC, notamment. Et la France, à l'époque, et l'Europe, avaient joué un rôle positif en ce sens. L'ami était encore... Exactement, et on avait bien fait. Donc maintenant, face à Trump, moi j'espère, parce que vous avez parlé de l'Europe, que l'Europe sera capable d'avoir une position commune. On va le voir, on va le voir sur la négociation commerciale. Et il va y avoir un sommet de l'OTAN le 23 et le 25 juin. Alors c'est un autre sujet, mais quand même, tous les sujets. Mais ça va être très intéressant de savoir ce que Trump va dire. Est-ce que les Européens, je ne dis pas chaque pays, les Européens s'y tentent. Mais on a vu au G7 ce qui s'est passé, justement. Maintenant, les autres du G7 se sont dit, bon, bah écoute, c'est fini avec lui, ça ne peut pas continuer. Nous allons nous-mêmes. Sauf le Britannique. Trump a ouvert le G7 en annonçant qu'il avait conclu un accord commercial avec les Britanniques. Et ensuite, il est parti. Vous n'avez pas vu l'image terrible et les Allemands de Keir Starmer avec Trump. Très prudent. Il donne un dossier à Trump qui fait tomber des pages. Lui se penche pour ramasser. Et les Anglais, ils disent, voilà où Keir Starmer a réduit la Grande-Bretagne. Très bien. Voilà, ben écoutez, on va passer à notre sujet. Pour les États-Unis, on revient en Afrique, au Burundi. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, mais le Burundi qui est un des plus beaux pays d'ailleurs du continent, un des plus beaux pays de la planète, je dirais. Après la Centrafrique. Ça se discute. Ça se discute. Ça discute. Je préfère préciser, on sait beaucoup. Mais... Le Burundi est un joyau, c'est un écrin magnifique. La topographie n'est pas du tout la même. Centrafrique et le Burundi. Mais en fait, c'est quand même un pays qui se débat depuis plusieurs années dans une crise que l'on dit multidimensionnelle. On va vous écouter les uns les autres. Et on va en parler à l'occasion de ces élections législatives qui se sont tenues le 5 juin dernier, avec une victoire massive du CNDD-FDD, c'est le parti présidentiel, au pouvoir depuis 20 ans et qui a obtenu le score vertigineux de 96% des suffrages. C'est faible. C'est vrai qu'avec un tel score, ce parti sera le seul à siéger à l'Assemblée nationale. Les opposants, dont certains ont été écartés du scrutin, d'ailleurs, contestent ces résultats et dénoncent notamment les votes multiples, des votes forcés ou encore des emprisonnements arbitraires de certains des observateurs des partis de l'opposition. Alors la question qui se pose évidemment au lendemain de ces élections, eh bien celle-ci, est-ce que le Burundi est en train d'opérer un retour forcé au parti unique? Alors le président, il a très bien dit ce week-end, lors d'un meeting ou d'un truc, des fois avec les religieux, il a dit que pourquoi les gens critiquent alors qu'ils n'ont pas critiqué l'élection du pape. Parce que le pape, il dit que le pape, c'était le seul candidat, qu'il a eu 100%, il pense que le pape a eu 100%. Donc pourquoi les gens ne critiquent pas? Il a dit ça. Oui, il a dit ça. Non, des fois, il dit des choses. C'est un argument valable. Alors, vous avez parlé d'élections. En réalité, il n'y a pas eu d'élections. Le jour des élections, c'était des élections législatives et communales. Donc, les conseillers communaux et les députés. Le jour des élections, à 3 h du matin, les miliciens Imbonerakure, à 3 h du matin, étaient convoqués à chaque bureau de vote pour remplir les urnes. Non, c'était pour assurer la sécurité. Non. Et quand ils ont commencé, les gens, quand ils se sont présentés, dans plusieurs endroits, les urnes étaient déjà remplies. Et ils ont dit, vous devez mettre le doigt, juste pour dire que vous avez voté. Les gens, ils ont dit non. Toute personne qui refusait, on mettait au cachot, on le frappait. Oui. Donc les gens, ils ont été obligés, ou s'ils refusaient, ils pouvaient faire. Donc du coup... Il y avait aussi des bulletins remplis d'avance d'ailleurs. Ah oui, les députés, même des fois, il n'y avait pas d'isoloir. Oui. On montrait, voilà, il faut cocher ça là et là et là. Donc c'était bien indiqué. Et donc du coup, on a eu ces élections. Mais il y a une chose qui s'est passée au Burundi. Il y a une lutte entre le président du pays et le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Et tout récemment, il a été empoisonné, tout le monde le sait. Ah bon? Il a été évacué. Il a été évacué à Dubaï. Non, c'est connu. Bon, les gens qui... Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Et le problème, c'est que cette lutte
entre les deux se sont révélés au niveau des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la province commune du président, du secrétaire général du parti, Révérien Ndi Kuriyo, il a eu presque 100%. Aucun problème. Mais quelle est la dernière province au niveau des élections au Burundi? Mais c'est la province du président Ndayishimiye, Oui. à Gitega. Les gens se disent, mais ils ont triché jusqu'à ce qu'ils ridiculisent le président. Sa province est la dernière. Moi, j'aurais jamais parié, s'il y avait des élections libres et démocratiques, la province de Gitega, c'est la province où le CNDD-FDD allait être le premier, presque le premier ou le deuxième. D'accord. Mais je reviens à ma question, s'il vous plaît, Gratien. Il faut le dire pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui clairement que le pluralisme politique au Burundi a vécu? Non, il est mort. D'accord. Il est mort. C'est un parti unique. Et les autres partis, je ne sais pas, même les partis qui ont été comme le CNL de Ouassa, à qui on a confié à quelqu'un d'autre, même ce parti n'est pas représenté. Donc, ils disent finalement, un seul parti, ils disent que ça ne va pas être un parti unique, mais en réalité, ça va être le parti unique. Il y aura le même discours au Parlement, les mêmes décisions, personne ne va les contester. Bon, ils ont ajouté des toits parce qu'il y avait 100 places des députés. Et pour qu'ils puissent coopter des toits, ils ont ajouté des places, dont 8 places pour mettre les toits. Mais les toits au Parlement... Non, faut que tu rappelles, c'est la Constitution. Hein, c'est la Constitution impose qu'il y ait des Hutus, des Tutsis et des toits. Sauf que au niveau des élections, ils n'ont pas mis les toits à des places éligibles. Oui. Mais les Tutsis, ils ont une façon de les insérer pour qu'ils soient à des places éligibles. Mais les toits... Il faut rappeler également qu'au Burundi, pour siéger à l'Assemblée nationale, pour avoir un siège, il faut que le parti ait réalisé 2% des voix. Et donc, on comprend que dans ces élections, aucun parti n'a dépassé la barre des 2%. C'est ça. 2%, même 0,1. Je ne sais pas si c'est 0,1. En tout cas, Olivier Nkurunziza, qui est le secrétaire général du parti UPRONA, parti de l'opposition, lui, il a déclaré très clairement, il y a quelques jours, qu'on a tué, je le cite, on a tué la démocratie au Burundi. Donc, tout en sachant que l'UPRONA, c'était l'allié du parti au pouvoir. Oui. Parce que le vice-président, il est membre de l'UPRONA. Oui. Et donc, même l'UPRONA, même les alliés, ils les ont complètement écartés. Parce que cette fois-ci, ils veulent vraiment gérer le pays comme ils l'entendent, et d'ailleurs, comme ils disent, comme le pape. Donc, sans contestation. Alors, c'est une nouvelle importante, Alfred, parce que même pendant la guerre, au moment où on sortait de la guerre, au début des années 2000, le Burundi était plutôt montré comme un exemple, parce qu'il y avait une dynamique de démocratisation réelle dans ce pays. On se souvient des radios indépendantes, des journaux indépendants qui fleurissaient dans ce pays, qui était pourtant un pays qui sortait péniblement de la guerre, quoi. Il y avait une dynamique démocratique comme ça, qui fonctionnait dans le pays. Résultat, 20 ans plus tard, c'est le CNDD, FDD, parti au pouvoir depuis 20 ans, a tout simplement totalement raflé toute la mise. Raflé la mise et surtout, fermé définitivement le processus de démocratisation. Non, moi je dirais que la démocratie n'est pas morte au Burundi. Qu'est-ce qu'il en reste? Elle ne respire plus, c'est tout. Non, peut-être, non, elle n'est pas morte. Vous allez nous dire ça? Oui, elle n'est pas morte. Oui, vous la voyez? Mais parce qu'au fond, les élections sont un élément, une donnée de la démocratie. L'existence des partis politiques, est-ce que... un élément important, non, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas la presse. Attends. Il y a des partis qui ont été interdits de participer à ces élections législatives, interdit le Front Debout, notamment le parti de Agathon Rwasa. Oui, on l'a interdit. Oui, interdit. On a fermé le parti. Interdit de participer. C'est ce que je dis. Oui. Il y a les élections et il y a la vie démocratique multipartiste. D'accord. Est-ce que cette vie démocratique multipartiste est aujourd'hui avérée au Burundi? Si on prend les élections telles qu'elles viennent de se dérouler, nous disons que le processus ressemble à ce qui s'est passé au Togo. Pire qu'au Congo, République démocratique du Congo. Qui n'est pas non plus un modèle de démocratie. Pardon? Qui n'est pas un modèle de démocratie. Peu importe. Non, mais c'était ça la question. Oui, mais je dis que la démocratie n'est pas morte au Burundi.
Ah bon, dites-nous. Elle n'est pas morte. C'est-à-dire que, alors, si on dit parce que le CNDD montrez-nous où il s'est Non, mais si les élections le étaient une sorte de CNDD-FDD conclave, on peut penser que la démocratie va ressusciter. oui, voilà, le CNDD-FDD a confisqué les élections qui viennent d'avoir lieu. Confisqué. D'accord. Enfin, c'est ce qui se passe. Hein. Non, mais c'est peut-être pas... En réalité, c'est ce qui s'est passé, au fond. D'accord. Mais ça ne signifie pas que la démocratie, elle est morte. Si vous réduisez... L'aspiration à la démocratie n'est pas morte. L'aspiration à la démocratie. Si vous réduisez la démocratie à l'élection, à ce moment-là, oui. Non, mais la démocratie ne s'arrête pas. Mais le parti qui est au pouvoir, le CNDD-FDD, est-ce que ce parti respecte les règles de la démocratie, du pluralisme politique, tel que dicté par la Constitution burundaise? Oui, mais Francis, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a les faits, la pratique, et il y a les textes. D'accord? Et dans la pratique, le CNDD-FDD est en train, justement, de faire le contraire de ce que les textes et la Constitution disent. Donc c'est le Mais contraire le de la démocratie, oui, tout à fait. Le CNDD-FDD n'a pas interdit l'existence du Frodebo, n'a pas interdit les autres partis disant, ok, c'est le parti unique maintenant. En fait, s'ils prennent leur voix, ils prennent leur voix, ils les empêchent de surveiller les urnes, de surveiller le dépouillement. Est-ce qu'on n'a pas confisqué? On a fermé le siège pour un parti politique. C'est pas question de fermer le siège. Est-ce que le siège, c'est un truc vide du moment où vous n'avez pas de députés. Ah, les militants, non, mais c'est là où je dis que vous confondez. La démocratie, non, je dis ce que je disons, la démocratie au Burundi, on peut dire que ça se trouve dans un coma. Disons, on écarte le terme mort. La démocratie, elle n'est pas morte au Burundi, mais ça se trouve dans... Bon, là, on peut être d'accord. Guy Debal écoute vos nuances avec beaucoup d'intérêt. Je suis, comment dire, j'écoute vraiment de manière assez étonnée. Je vais avoir une formule très macroniste. Je pense qu'au Burundi, la démocratie n'est pas morte, elle ne respire plus. Enfin, c'est pareil. En réalité, Gratien, gentiment, parle de coma parce que je sens qu'il veut se mettre d'accord avec son ami Gratien, Alfred. Mais la réalité, c'est que la démocratie est en très grande difficulté. J'ai envie de dire malheureusement parce que je pense pouvoir dire que tous ici, on souhaite, on espère que sur ce continent magnifique qui est le continent africain, on puisse enfin embrasser de bonnes habitudes en termes de gouvernance qui permettraient de régler un certain nombre de problèmes. Et encore une fois, ce n'est pas le cas, donc c'est regrettable. Alors, il faut dire, Alfred, que tout ça se passe dans un pays quand même qui est profondément, économiquement sinistré. Voilà, donc avec un gouvernement, il faut bien le dire, le CNDD-FDD ne montre pas des signes de sa capacité à redresser la barre, à redresser ce pays. Et pourtant, c'est un parti qui est aux commandes depuis 20 ans. C'est-à-dire, c'est quand même, il faut le dire, vous connaissez bien le pays, c'est un désastre à tous les niveaux. On parle de crise multidimensionnelle, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan politique, évidemment, on vient de le dire. C'est ça aussi le Burundi aujourd'hui. Mais en réalité, Ndayishimiye hérite d'un Nkurunziza. En fait, en réalité, il hérite de son prédécesseur. Exactement. Il était dans le système déjà. Mais oui, bien sûr. Il était le secrétaire général du parti. Mais oui. Donc, il y a une forme de continuité, même s'il y avait eu... Nkurunziza avait fait 2-3 petites choses, mais voilà. Nkurunziza était considéré... C'est lui qui avait mis la gratuité de l'école primaire, la gratuité des femmes enceintes pour se faire soigner, les enfants de moins de 5 ans. Mais Ndayishimiye, rien. Sauf qu'il demande à la population, il a dit à tout le monde, il veut voir tous les Burundais. Chaque Burundais doit avoir 1 million de francs. Celui qui n'a pas 1 million, il devra s'expliquer. Ça veut dire quoi? Il faut travailler. 1 million d'argent. Oui, il faut travailler, ça veut dire il faut travailler. Il faut s'enrichir, avoir 1 million. Le minimum de revenus. Et l'enrichissement, ça passe par le travail. C'est ça le projet politique. Oui, c'est ce qu'il a dit pendant la campagne. Donc, mais si, voilà... Au fond, Alfred essaie de trouver le CNDD-FDD
normal. En fait, il Non, essaie non, mais évidemment de décrire le parti comme un parti absolument normal, ordinaire, orthodoxe. PC de TD. Un parti comme un autre, finalement. Non, mais c'est un parti comme un autre. Nous sommes face à une catastrophe historique, Alfred. Mais cette catastrophe ne date pas d'aujourd'hui. C'est un parti qui n'a pas pu... C'est ça. C'est un parti qui n'a pas pu passer de l'étape de la rébellion exactement à un parti politique. De gouvernement. Ils ont eu du mal à franchir ce cap. Le fait même que les grandes décisions du pays se prennent entre les généraux du pays et le parti politique en soi essaie de se débattre entre l'armée, les généraux et la politique. Et d'ailleurs, même tout ce qui se passe, que ce soit le pouvoir, vous êtes ministre ou pas, toutes les décisions se passent à côté. Oui. Donc, ils ont du mal. Mais la corruption, regardez par exemple dans un pays, comment est-ce que dans un pays il peut se passer des années presque sans carburant? Alors c'est vrai, on a parlé du Burundi tout à l'heure, je disais que c'était un des plus beaux pays du continent, voire de la planète. Hein. Alors, on a souvent présenté le Burundi et le Rwanda comme deux pays jumeaux. Voilà. Et d'ailleurs, ça voulait fusionner un certain moment. Mais voilà, seulement aujourd'hui, il faut bien le constater, il y a un fossé sur plusieurs plans entre ces deux pays-là. Comment se fait-il qu'il y ait ce fossé qui s'est creusé au fil du temps? Et aujourd'hui, c'est vrai que la physionomie du Burundi est très éloignée du contexte général du Rwanda, quoi. Bon, c'est plutôt au niveau de la vision économique, la gouvernance au Rwanda. Bon, on peut dire tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire qu'au Rwanda, le pays est corrompu. Pardon? Le pays n'est pas du tout corrompu. Il n'y a pas de corruption au Rwanda. Il y a pas... Si, ça existe. Ça peut exister, mais vraiment à un niveau... Voilà, ça existe. Moi, je vous le dis, même le policier, vous avez du mal même à le corrompre. Ce qui ne se passe pas ailleurs. Et il y a aussi, au niveau développement économique, on voit vraiment ce qui se fait dans le pays. Il y a les industries, il y a les services qui se développent et il y a un cadre. Il y a un cadre qui se fixe et les gens, selon les compétences, sont promus selon les compétences. Alors qu'au Burundi, il n'y a pas de cadre. Dès qu'on arrive à un endroit donné, on va manger tout. Je peux vous citer, par exemple, il y a un barrage qui a été de 54 milliards de francs qui devait se construire sur une rivière à Bubanza. Le barrage, moi, quelqu'un qui devait participer dans la réunion m'a dit, le barrage, en fait, ne devait pas être construit. Les Chinois, ils ont fourni le moteur. Les Burundais devaient payer l'argent. L'argent a été partagé, je le dis bien, a été partagé dans le bureau du secrétaire général du parti. Il y avait des ministres qui je connais très bien et le secrétaire général du parti qui était présent et quelqu'un qui est une grande autorité au Burundi que je ne vais pas citer ici. Chronique de la vie ordinaire au Burundi, donc. Pour conclure, Non, je m'interrogeais juste sur le caractère démocratique du Rwanda, qui est le pays jumeau. Est-ce qu'on peut dire que le Rwanda est un pays démocratique? C'est une réussite économique, certainement, mais... On a parlé d'économie. Non, le Rwanda, c'est un... J'ai dit sur tous les plans. La question c'était sur l'économie. Non, on répond à la question. J'ai dit qu'il y avait un fossé sur tous les plans. Non, mais le Rwanda, c'est l'autoritarisme écléré. Ah, alors voilà. Alors on va finir cette émission avec un troisième sujet, changement de contexte. Ça s'est passé en France cette semaine. L'ancien président français Nicolas Sarkozy exclu de la Légion d'honneur. La nouvelle a été annoncée le 15 juin dernier. On le sait que Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme pour corruption liée à l'affaire dite des écoutes. Et Sarkozy a été exclu de la Légion d'honneur. Et voilà, il faut rappeler qu'il a été exclu déjà de l'Ordre du Mérite, national du Mérite, l'Ordre national du Mérite, et devient ainsi le deuxième chef de l'État français à être privé de la Légion d'honneur après le maréchal Pétain. Malaise et embarras dans la classe politique française, c'est le moins qu'on puisse dire, même Jean-Paul Benoît. Alors, quelle réflexion vous inspire cette nouvelle séquence du feuilleton judiciaire de Nicolas Sarkozy? Voilà, le terme est bon, c'est un feuilleton, Sarkozy. L'histoire de Sarkozy est un feuilleton. Alors, effectivement, je ne fais pas de comparaison entre Sarkozy et Pétain, mais quand on est condamné pénalement, la Légion d'honneur, et c'est le grand châtelier de l'ordre qui prend la décision, doit être retiré à celui qui est condamné pénalement. Donc Sarkozy a, d'une certaine manière, c'est la conséquence de sa condamnation. Alors ce qui est amusant, moi je l'ai noté parce que
Je voudrais qu'on termine en riant. Pas sûr que ça fasse rire tout le monde. Ça n'a pas plu du tout à Sarkozy, cette décision. Ah, mais oui. Alors, quand Sarkozy est mécontent de quelque chose, il flingue partout. Alors, il a commencé par dire, il tient Macron pour responsable. Et il dit fin avril, Macron m'a dit que ça ne serait pas une bonne décision, puis il a laissé faire. Et Sarkozy ajoute, il dit une chose le matin et fait le contraire l'après-midi. C'est le spécialiste du en même temps qui ne mène nulle part. C'est pas Macron qui décide d'ailleurs. Non. Voilà. Mais Macron a dit ça. Alors après, Bien sûr. comme il continue pour se défouler, il passe à Bayrou. il dit, Bayrou, il ne va pas bien physiquement, il est trop gros. Ah bon? Ensuite, il On passe... a dit pas sur le canard enchaîné, physique. ça. Ouais, C'est le canard enchaîné, c'est pas- On a dit pas sur le physique. J'ai lu tout à l'heure, j'ai dit il faut mieux terminer l'émission en riant. Ensuite, il parle d'Édouard Philippe. Il dit il est insipide et il a un discours de sous-préfet. Aussi excitant qu'un dimanche sous la pluie. Les Français n'en voudront pas plus qu'un vaccin de grippe au mois d'août. En ce qui concerne Retailleau, il va vers Retailleau, il dit ben Retailleau, il pédale dans la semoule et il dégouline de mollesse. Faut battre le fer quand il est chaud. Au lieu d'imprimer sa marque, il s'entoure d'une bande d'amateurs dociles. C'est un notaire qui n'a aucune chance de devenir président. Et il termine par Bardella. Il dit, ben Bardella, il pourrait être un bon RPR du temps où j'étais chef de ce parti. Bien sûr. Donc voilà. Que d'amabilité. Donc il vaut mieux terminer en riant sur cette affaire. Guy Debal, que vous inspire donc cette exclusion de Nicolas Sarkozy de la Légion d'honneur, l'honneur perdu de... Oui, plusieurs choses. Bon, d'abord, ça veut dire que la justice en France fonctionne, puisque Oui, c'est sûr. Nicolas Sarkozy le premier et ses amis, à longueur d'antenne, nous expliquent que la justice est trop laxiste, etc. Donc la justice fonctionne. Et ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que tous ces amis qui appellent à une tolérance zéro, limite prison à vie au bout du deuxième délit, les mêmes nous expliquent que c'est injuste, etc. Ils lui trouvent tout un tas d'excuses. Donc non, c'est une bonne décision. Et encore, c'est pas... De toute façon, c'est automatique. Hein. C'est automatique. automatique. Il y a eu des recours, mais bon, c'est automatique. En tout Toute cas, personne qui est condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an ferme, c'est le récipiendaire perd automatiquement la Légion d'honneur. autant pour moi. Donc, en tout C'est cas, automatique. en ce qui concerne, je ne terminerai pas là, pour Nicolas Sarkozy, ce n'est pas le dossier le plus grave qu'il a. Ah non. Je pense qu'il y a d'autres dossiers qui arrivent. Ça, on verra Et les autres. Maître Jean-Paul Benoît disait qu'on ne pouvait pas vraiment comparer à Pétain. Si les dossiers qui sont en cours sont instruits et qu'il est condamné, on parle quand même de trahison et d'allégeance avec un État, notamment la Libye, a commandé des attentats contre des Français. Sarkozy n'a pas déporté des Français, n'a pas fait arrêter les Juifs. Toute proportion gardée. Non, faut garder les proportions. Alors, là, toute proportion gardée. Alfred Pétain, il faut rappeler, était condamné pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. C'est vrai. Alors, ça n'a rien à voir. non, mais j'étais. Là, je retrouve le débat. Comparaison n'est pas raison, ce sont les limites de la comparaison. Bon, Oui, j'ai été aux limites de la comparaison, j'admets. Mais néanmoins, les dossiers sont quand même assez graves. Et les sujets dont on parle, allégeance avec une puissance étrangère qui a quand même commandité des attentats, pour résumer, c'est quand même assez important. Voilà. Il faut dire que Alfred Sarkozy ne compte pas en rester là, puisqu'il continue de clamer son innocence. Oui. Pourquoi pas? Il ne peut que Il fait un recours clamer, dans la Cour européenne. Oui. Il ne peut que clamer cela. Non. Ce que ça nous montre, effectivement, c'est que en France, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Pas toujours. Et quand la loi est passée, On l'applique. on l'applique tout simplement. C'est ce qui lui arrive. Alors, ses amis peuvent pousser des cris d'orfraie par-ci, par-là. C'est de bonne guerre. Mais c'est juste pour ne pas apparaître comme ayant lâché Sarkozy, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils savent qu'effectivement, une fois qu'on est... Vous voyez, c'est ce qui s'est passé en Argentine avec l'ex-présidente d'Argentine. Kirchner. Voilà, qui est condamnée à 6 ans et qui doit exécuter sa peine, bien sûr, aménagée chez elle. Je pense que l'état de droit qui doit reposer sur le droit, il n'y a personne, parce que
Guy a très bien fait de rappeler, quand tu es un petit délinquant, non, voilà, tout de suite on crie, il faut qu'il soit... Eh ben oui, mais là, Non, Sarkozy... c'est un classique. Dès qu'un homme politique, en France ou ailleurs d'ailleurs, est condamné, il dit « je ne suis pas condamné au nom du droit, je suis condamné pour des raisons politiques ». Donc on connaît l'argument. C'est l'argument automatique et mécanique. Mais qui ne convainc personne. Qui ne convainc personne. Même pas celui qui l'utilise. Alors, Gratien. Oui, c'est une bonne chose, comme le dit Alfred, parce que même en France, pas seulement en Afrique, on a l'impression que les dirigeants fautifs sont les anciens dirigeants africains. Mais même en France, on voit bien le cas Sarkozy. Il y a beaucoup de dossiers, comme on le dit. Ce n'est pas un seul dossier, il y a d'autres qui vont arriver. Et ça va donner aussi aux futurs dirigeants français... Vous acquiescez, M. Jean-Paul Benoît. Il y a d'autres dossiers qui vont arriver. Façon de... ça va leur dire que finalement... Bien, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas faire des choses qui dépassent votre domaine, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On n'a pas jugé, même on n'a pas jugé, par exemple, certains dirigeants français sur le dossier rwandais. Il n'y a pas eu de jugement. À un certain moment, on va se dire, finalement, on reste. Vous revenez toujours au Rwanda, vous, en fait. Pardon ? Vous revenez toujours au Rwanda dans Non, parce qu'il s'est passé des choses. Dans vos commentaires. Non, il s'est passé des choses assez... assez vraiment pour qu'il y ait un jugement. Parce que même Sarkozy, le gros dossier, ça va être la Libye. Ouais. C'est un pays de l'Afrique. Oui. C'est surtout par rapport à d'autres pays. Non, je constate simplement que vous regardiez toujours le monde depuis le Rwanda. C'est ce que non. Il y a des sommets au Rwanda. Si vous permettez, des sommets. Il y a des collines. Il y a des collines. Si vous c'est permettez, le pays aux 1000 collines. Je vous parlerai de la Centrafrique après. Parce que là, Gratien, il m'agace. Moi, c'est le Burundi. Oui, je sais, mais c'est pas le plus beau pays. C'est la Centrafrique. Pour moi, c'est la France. Vous avez raison. Allez, allons-y. Non, juste un petit commentaire. Je pense que cette condamnation, elle est importante et j'espère d'autres à venir et peut-être d'autres hommes politiques parce qu'aujourd'hui, le nombre d'hommes politiques mis en cause est quand même assez important s'ils ont vraiment fait des bêtises. Ou de femmes politiques. Ou de femmes politiques, mais je disais hommes avec un grand H. C'est rare, les femmes politiques. Je disais hommes avec un grand H. Parce que c'est rare qu'il soit... Même Marine Le Pen. Oui, mais oui, bien sûr. Elle, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est chez vous. Voilà. Non, mais on dit qu'il pose de problèmes. Bon, on parlait de solidité, de vigueur démocratique tout au long de l'émission. Et un des éléments qui permet de dire qu'une démocratie fonctionne, c'est la perception de la corruption. Or, le niveau de perception de la corruption en France, parce qu'on ne peut pas mesurer la corruption comme ça en tant que telle, les associations anticorruption mesure le niveau de perception. C'est quoi la perception de la corruption ? Il est très important et je crois qu'on recule, on est au-delà d'un certain nombre, peut-être 30e, ce qui, pour un pays qui se dit leader du monde libre, est quand même assez paradoxal. Oui, leader du monde libre. C'est beau. En tout cas, occidental. Un peu, hein. Oui, leader, peut-être pas, peut-être plus, tellement leader. Vous savez, on se rêve toujours De Gaulle, les alliés victorieux, etc. On a toujours, les Français, et c'est tant mieux, ont toujours un peu cette fierté de la France, pays universel, les droits de l'homme, déclaration des droits de l'homme, etc. Ça c'était au XXe siècle. Non, oui, mais sauf que même maintenant, pourquoi pas ce sont des valeurs qu'il faut garder. C'est ça, voilà. C'est une démocratie qui est vivante. Oui, bien sûr. Qui est vivant. Non, le leader du monde libre, quand même. Non, vous vous souvenez de Cahuzac qui avait été condamné parce que on peut énumérer ici tous ces politiques qui ont... Voilà, c'est que ça fonctionne. Ce sont les vertus de l'état de droit. Exactement. Et même Gratien a rendu hommage à l'état de droit, ce qui est quand même exceptionnel. Oui, je le fais souvent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs. Merci, M. Jean-Paul Benoît. Merci. Merci beaucoup. Alfred Changolokoro, merci. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de vous revoir. Et Gratien Okendikiza, merci. Merci. Vous faites un retour au Rwanda, c'est ça? Ah non, je crois que vous repartez au Rwanda. Vous allez au Rwanda bientôt? Non. Ah, d'accord. Non, je suis là, je vais au Rwanda. Non, j'irai au Congo. Bon, merci à Moustapha Kanté qui réalise cette émission chaque semaine. Merci à lui, avec Romain Clicquot de Menck, bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.